On a souvent cette idée que l'effondrement mental vient de la taille monumentale de nos problèmes. Mais les textes qu'on explore aujourd'hui, ils révèlent un truc fascinant. C'est presque jamais le problème lui-même qui nous détruit. Ouais, c'est clair. C'est plutôt l'illusion d'optique que notre cerveau crée autour du problème. Exactement. Quand tout va mal, on a cette image d'une explosion spectaculaire. Mais en fait, la réalité est vachement plus insidieuse. C'est les factures qui s'accumulent en silence, les petites tensions familiales qui éclatent d'un coup, ou le poids d'un boulot qui devient soudainement irrespirable. Et là, on se retrouve figé. C'est ça. Au milieu de ce champ de ruines personnelles, on a cette question qui tourne en boucle dans la tête. Pourquoi ça m'arrive à moi? Elle résonne probablement de manière très concrète. Soit parce que la tempête est déjà là, soit parce qu'on sent que le ciel s'assombrit dangereusement. Et la littérature qu'on analyse montre bien que face à ça, la réaction biologique primaire, c'est pas de chercher des solutions, c'est la panique totale. C'est ce qui m'a frappé dans nos sources, en fait. Ces tempêtes existentielles n'ont absolument rien de moderne. On va se pencher sur des individus qui n'ont pas juste eu affaire à des crises économiques ou, je sais pas, des notifications stressantes. Ah non, on est loin de ça. On parle de la philosophie stoïcienne. Voilà. Ces penseurs, ils ont traversé des guerres civiles, des exils politiques, des trahisons sanglantes, des épidémies dévastatrices même. Et pourtant, ils se sont pas contentés de survivre. Ils ont carrément codifié leur résilience. Et c'est ce paradoxe qui rend leur approche si pertinente aujourd'hui, tu vois. Au cœur du chaos absolu, alors que tout justifiait le désespoir, ils ont bâti une vraie architecture mentale. C'est fou quand on y pense. Ouais, parce que c'est pas de la pensée magique pour faire disparaître la souffrance, ni un optimisme aveugle du genre tout va bien. Ce que nos documents révèlent, c'est une ingénierie psychologique hyper stricte. Un processus pour maintenir son intégrité quand le monde extérieur s'acharne à vouloir nous briser. Bon, décortiquons un peu tout ça. Notre mission pour cette analyse, c'est de voir étape par étape ce mode d'emploi stoïcien. Un plan d'action en 4 phases pour réagir quand tout part en vrille sans s'autodétruire de l'intérieur. Je suis prêt. Par quoi on commence? Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet avec la première étape. Selon nos textes, la règle fondatrice, la toute première barrière de défense, c'est d'interdire à son propre esprit d'utiliser le mot « tout ». Il faut vraiment arrêter de se raconter que tout va mal. Ah oui, et l'utilisation de ce mot, c'est loin d'être un simple détail de vocabulaire, hein. C'est carrément le déclencheur d'une cascade neurologique. Vraiment, une cascade neurologique. Ouais, en fait, face à la crise, l'esprit humain déploie un mécanisme de défense qui crée, ironiquement, un brouillard impénétrable. La tendance naturelle, c'est l'amalgame. On prend ses difficultés financières, ses peines de cœur, ses soucis de santé, ses frustrations au boulot, on fusionne tout ça dans un seul narratif chaotique. Et on finit par se dire que notre vie entière est un désastre. Exactement. C'est une conclusion totalisante. C'est un filtre dramatique redoutable du coup. Mais ce qui est curieux, c'est de comprendre pourquoi le cerveau fait ça. Je veux dire, si l'objectif biologique, c'est notre survie, pourquoi notre propre esprit nous paralyse avec cette illusion que l'intégralité de notre vie est détruite? La psychologie cognitive moderne l'explique très bien, et elle s'inspire lourdement des principes stoïciens d'ailleurs. C'est un biais de négativité poussé à l'extrême. D'accord. Pour survivre dans un environnement hostile, nos ancêtres devaient traiter chaque menace potentielle comme une urgence absolue. Et aujourd'hui, ce même mécanisme s'emballe. Marc Aurèle, qui est un des penseurs majeurs de notre corpus, exigeait une observation clinique de sa propre vie. Une observation clinique, c'est-à-dire? L'idée, c'est pas de nier la gravité des problèmes, c'est d'exiger une précision chirurgicale dans la façon dont on est décrit. Dire que tout va mal, c'est une erreur factuelle. Certaines choses sont effectivement détruites, d'autres sont seulement inconfortables. Et d'autres, elles fonctionnent parfaitement bien. Mais notre attention a juste arrêté de les voir à cause de la menace. Oui, on ne voit plus que le négatif. D'ailleurs, il y a un exercice extrêmement pragmatique dans nos notes pour briser ce brouillard. L'idée, c'est de s'asseoir avec un papier ou juste l'application Notes de son téléphone et de forcer l'esprit à trier cette masse informe en 3 colonnes distinctes. Et ça, c'est crucial. Ce processus de catégorisation, c'est la toute première étape pour désactiver l'amygdale, tu vois, le centre de la peur dans le cerveau. En écrivant, tout Ouais. simplement. En nommant et en classant les choses, on force le cortex préfrontal, le siège de la logique, à reprendre les commandes. C'est fascinant. Donc, dans la pratique, on trace cette première colonne. On l'appelle « ce qui va vraiment mal ». C'est là qu'on dépose les vraies crises, les désastres, sans aucune ambiguïté. Voilà, les vrais gros problèmes. Ensuite, la deuxième colonne, c'est ce qui est difficile mais gérable.
Et enfin, la troisième, qui est sans doute la plus dure à remplir quand on est au fond du trou, ce qui va encore bien dans ma vie. Ouais, c'est souvent celle-là qui bloque. Grave. Ça me fait penser à une métaphore pour bien visualiser ça. Imaginons qu'on voyage avec une valise pleine de toutes nos affaires et qu'elle s'ouvre d'un coup. Elle se renverse complètement dans une flaque de boue. Ah, j'aime beaucoup cette image. C'est hyper représentatif de l'effet de sidération, en fait. Face à la valise renversée, la première réaction émotionnelle, elle est globale. On se dit, ça y est, tout est foutu, mon voyage est gâché. C'est ça, la paralysie de la totalité. C'est exactement le mot. Paralysie. Mais si on arrive à suspendre cette réaction juste 1 minute et qu'on inspecte vraiment le contenu, ouais, le gros flacon de shampoing a explosé sur certains vêtements. Ça, c'est la colonne 1. C'est cassé, c'est un vrai problème, il y a de la boue partout. Ouais, le truc chiant par excellence. Mais juste à côté, il y a des chemises qui sont juste un peu froissées ou un peu humides. Ça demande un effort, on devra les laver, mais c'est totalement gérable. Ça, c'est la colonne 2. C'est ça. Et si on fouille tout au fond de cette valise, qu'on croyait complètement ruinée, on tombe sur la pochette étanche avec le passeport, l'argent, les documents importants. Elle est restée nickel. C'est la colonne 3. Et l'enjeu de cette troisième colonne, il faut bien le préciser, c'est pas d'instaurer une sorte de positivité toxique. Nos textes sont catégoriques là-dessus. L'approche stoïcienne méprise complètement l'aveuglement volontaire. Donc on ne fait pas semblant que tout va bien. Ah non, pas du tout. Faire ces 3 colonnes, c'est pas se convaincre que la flaque de boue est géniale. C'est juste retrouver le chemin de l'objectivité. Une fois que la réalité est découpée, compartimentée, la charge émotionnelle s'effondre. On redescend sur Terre. Ouais. On n'affronte plus un espèce de monstre géant invincible qui s'appellerait l'effondrement de ma vie. On affronte juste une série de problèmes très spécifiques et surtout circonscrits. Ce qui nous pousse du coup vers une nouvelle question logique. D'accord, le chaos est trié, on a nos 3 colonnes sous les yeux, mais notre énergie humaine, elle est super limitée. Comment on décide de ce qu'on doit attaquer en premier? Et c'est là que nos sources introduisent la deuxième grande étape du plan, celle qui est centrée sur la ligne de démarcation de l'énergie. Ah, la fameuse dichotomie du contrôle. Exactement. On touche ici au concept fondamental d'Épictète. C'est le principe qui exige de séparer impitoyablement ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Notre audience connaît probablement déjà ce concept d'Épictète. C'est devenu un classique. C'est presque un lieu commun aujourd'hui de dire concentre-toi sur ce que tu contrôles. Mais ce qui est fascinant dans nos textes, c'est l'application chirurgicale de ce concept quand on est en pleine crise de panique. Ouais, parce que sur le papier, c'est facile. Bah oui, sur le papier, c'est évident. Mais dans la réalité brutale d'un licenciement ou d'un divorce, tracer cette ligne, c'est d'une violence inouïe. C'est violent parce que tracer cette ligne, ça implique un deuil profond. Le deuil de l'illusion du contrôle. L'esprit humain adore croire qu'à force de s'inquiéter, de ruminer ou de se mettre en colère, il peut influencer l'incontrôlable. C'est tellement vrai, on ressasse en boucle. Mais la réalité, dictée par les textes, elle est hyper froide. Elle est binaire. Dans la catégorie de ce qui échappe à notre contrôle, la liste est énorme. Le passé, qui est scellé à jamais. Les décisions, les opinions, les sentiments des autres. La macroéconomie, la météo. Tout ça, c'est hors de notre portée. Et du coup, de l'autre côté de cette frontière étanche, qu'est-ce qui nous appartient vraiment? Un territoire extrêmement restreint, mais absolument souverain. Nos propres choix, nos actions immédiates et l'effort qu'on décide de fournir aujourd'hui. Et rien de plus. Épictète suggère que face à l'effondrement, l'unique question valide, c'est de regarder son problème et de se dire, dans cette situation précise, qu'est-ce qui est réellement entre mes mains? Ok, laisse-moi jouer l'avocate du diable 1 seconde. Quand on regarde cette ligne de démarcation, dire qu'on ne contrôle pas l'économie mondiale, qu'on ne contrôle pas le comportement toxique d'un proche ou la restructuration de sa boîte, est-ce que ça frôle pas un peu le fatalisme pur et simple? Ah, c'est une excellente question. Parce que si je perds mon emploi à cause d'une récession et que je me dis que ça dépend pas de moi, ça ressemble quand même vachement à une excuse parfaite pour baisser les bras et se résigner, non? C'est une objection centrale. Et c'est très souvent là que l'approche stoïcienne est mal comprise. Il s'agit en aucun cas de soumission. Si on regarde les actes des stoïciens, c'était des politiciens, des généraux, des leaders hyper actifs. Ils restaient pas du tout les bras croisés. Ils agissaient beaucoup, oui. Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est une stratégie d'optimisation agressive de l'énergie. La résignation, c'est dire « Ah, je n'y peux rien, j'abandonne ». Le stoïcisme, lui, dit « Je n'y peux rien, donc je cesse immédiatement de financer ce problème avec mon énergie vitale pour la réinvestir ailleurs ».
Ah, c'est une réallocation de capital mental, en fait. Tout à fait. Hurler contre l'économie mondiale ou ressasser la trahison d'un ex, ça consomme une quantité d'énergie phénoménale, avec un retour sur investissement strictement nul. On n'a pas le pouvoir de réécrire le passé, ni de forcer les sentiments de quelqu'un. C'est sûr. Par contre, on a le pouvoir total de se lever ce matin, de se former à une nouvelle compétence, d'activer son réseau ou de revoir ses priorités. Le stoïcisme ne demande pas de capituler face au monde. Il demande de lever les poings exclusivement là où les coups peuvent vraiment porter. C'est un pragmatisme fascinant. Au lieu de maudire la tempête, on construit un abri avec ce qu'on a sous la main. Mais je vois quand même une limite à ça. Laquelle? Même si on optimise notre énergie, même si on arrête de s'épuiser sur l'incontrôlable, l'obstacle est toujours là. Le licenciement est là, la maladie est là, la rupture est bien là. Et ça fait mal. L'optimisation, ça supprime pas la douleur. Comment l'essor gère cette souffrance inévitable? Et là, on arrive au cœur du réacteur de cette philosophie. La troisième étape du plan. C'est là qu'intervient le piratage psychologique le plus sophistiqué de Marc Aurèle. Il ne s'arrête pas à la simple tolérance de l'obstacle. Il opère un basculement complet de perception. C'est-à-dire? L'obstacle doit être transformé en exercice. L'adversité n'est plus vue comme une espèce de malédiction arbitraire qui nous tombe dessus. C'est perçu comme un entraînement spécifique envoyé par les circonstances. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce concept d'entraînement, il est hyper puissant. Si je peux proposer une analogie pour notre audience, il faut penser au fonctionnement réel du renforcement musculaire. Ouais, la salle de sport. Voilà. Quand on soulève un poids très lourd à la salle, on ne fait pas juste déplacer du métal. La tension crée littéralement des micro-déchirures dans le tissu musculaire. Sur le moment, c'est une vraie blessure, ça fait mal. C'est clair. Mais c'est précisément le processus de réparation de ces micro-déchirures qui génère la nouvelle masse musculaire. La force, elle vient pas de l'absence de dommages, elle vient de la réponse aux dommages. C'est exactement ça. La biologie de l'hypertrophie musculaire, c'est la métaphore parfaite pour ce que les philosophes appelaient l'hypertrophie du caractère. Dans cette vision, le problème de la vie courante, c'est la charge de fonte qui crée la microdéchirure. Et donc, la question stoïcienne fondamentale face à l'épreuve devient « Si ce désastre était un exercice conçu sur mesure pour moi, quelle qualité est-ce qu'il essaye de me forcer à développer ?» Ouais, et nos sources proposent des applications très concrètes de ce recadrage. Par exemple, prenons la rupture amoureuse. C'est souvent vécu comme une destruction totale de l'identité de la personne. Comment la philosophie transforme ça en exercice? Au lieu de laisser l'esprit s'enfermer dans le récit d'une perte insurmontable, la situation est redéfinie. Ça devient un exercice de détachement et de reconstruction. Le muscle visé ici, c'est la capacité de l'individu à trouver sa propre validation indépendamment du regard des autres. La souffrance, c'est juste la résistance du poids. Ah ouais? Vu comme ça. Et pour un effondrement professionnel? Un échec cuisant ou une faillite? Ça devient immédiatement un exercice d'humilité et d'agilité intellectuelle. Qu'est-ce que cet échec révèle sur nos angles morts? Comment cette humiliation publique peut nous libérer de notre ego? C'est brillant. De la même manière, les textes abordent la précarité financière soudaine. Au lieu d'être juste une privation terrifiante, elle est recadrée comme un exercice de simplicité et de créativité. On est forcé de trouver des solutions innovantes et de réaliser ce qui est vraiment nécessaire à notre survie quand l'argent facile disparaît. En fait, on n'a jamais choisi que cet énorme poids nous tombe dessus. Mais puisqu'il est là, en train de nous écraser la poitrine, on peut choisir la posture de la victime écrasée ou celle de l'athlète qui pousse contre le poids. C'est carrément transformer le monde extérieur en une salle de sport pour son propre esprit. C'est un renversement de pouvoir colossal, tu vois. On passe du statut de victime passive d'un événement à celui d'étudiant actif de cet événement. Mais bon, faut quand même aborder la limite physiologique de cette approche. Nos textes ne la cachent pas. Ah, il y a une limite. Bien sûr, avoir un problème majeur, c'est un exercice formateur. ok Mais faire face à 5 crises existentielles en même temps, c'est l'équivalent d'essayer d'utiliser 5 machines de musculation simultanément. L'intention a beau être bonne, le résultat inévitable, c'est la déchirure critique, le claquage nerveux. Aïe. Et c'est là que l'architecture mentale de la personne s'effondre de nouveau. Ce qui nous amène à la vraie faille VO, la charge cognitive. Même en ayant fait ces 3 colonnes, même en comprenant ce qu'on contrôle, et même en essayant de voir la situation comme un exercice. Quand le volume d'exercice est trop élevé, la paralysie totale frappe.
Ouais, le cerveau sature. Le cerveau veut sauver le navire en colmatant toutes les brèches dans la même minute. On veut rétablir ses finances, sauver son couple, repenser sa carrière, tout ça en une seule après-midi. Et le résultat du logique de cette ambition démesurée, c'est la panique absolue. Le cortex préfrontal, il est submergé par le nombre de variables à traiter et il se met en veille. Le système nerveux s'épuise face à cette montagne de tâches imaginées. Et l'ironie tragique de vouloir tout régler d'un coup, c'est que ça aboutit à l'inaction la plus totale. On reste figé. Voilà. L'individu reste paralysé dans son lit, incapable de prendre la moindre décision. Alors, quand cette paralysie frappe, quand toutes les belles théories philosophiques se fracassent contre le mur de l'anxiété chimique du cerveau, c'est quoi la 4e étape? C'est quoi l'antidote d'urgence proposé par nos sources? Cet antidote, c'est un rétrécissement radical de l'horizon temporel, le retour au présent microscopique. L'injonction, c'est d'annuler demain, d'annuler le mois prochain, et d'oublier complètement la résolution globale du problème. Juste se focaliser sur l'instant. L'attention doit se resserrer uniquement sur l'heure présente et sur la toute prochaine action. La seule question qui compte devient quel est le plus petit pas concret, le plus infime mouvement que je peux exécuter maintenant pour améliorer la situation d'à peine 1%. 1%. C'est profondément contre-intuitif. Face à un problème énorme, on nous dit tout le temps qu'il faut des solutions énormes. Et non, c'est l'inverse. Entendre qu'il suffit de viser une amélioration de 1%, c'est presque un soulagement physique en fait. On ne demande pas à la personne de rembourser toutes ses dettes aujourd'hui. On lui demande une action minuscule. Nos documents listent des exemples qui pourraient sembler ridicules en temps normal. Envoyer un seul email. Appeler une seule personne pour demander conseil. Les textes vont même encore plus loin dans la simplicité. Ranger une seule pièce de son appartement. Aller marcher 20 minutes dehors sans aucun écran. Juste pour remettre le corps en mouvement. C'est vrai que si on analyse ça de loin, faire son lit ou ranger son bureau, ça va pas miraculeusement sauver une entreprise de la faillite. Ça paraît même absurde. Ça le serait si l'objectif direct était de sauver la boîte avec des draps bien pliés. Mais le mécanisme en jeu, il est interne. L'objectif biologique de cette action minuscule, c'est de réamorcer la pompe de l'agence personnelle. L'agence personnelle. Ouais, accomplir une petite tâche physique dans son environnement immédiat, ça crée une boucle de dopamine. Ça envoie un signal irréfutable au système nerveux. Regarde, le monde n'échappe pas totalement à mon contrôle. J'ai encore du pouvoir. Et c'est cette petite victoire psychologique qui permet de dissiper la panique. Et ensuite d'enchaîner avec une tâche un tout petit peu plus complexe. Exactement. C'est l'étincelle qui redémarre le moteur. Et pour les moments de tempête extrême, ces jours où même l'idée de faire son lit donne des vertiges, nos sources dévoilent un outil de dernier recours. Un mini-rituel stoïcien de crise structuré en 3 temps très précis. Ce rituel, c'est vraiment la synthèse ultime de notre exploration. C'est conçu pour les pics de détresse aigus. Alors, c'est quoi le premier temps? Le premier temps est purement somatique. 10 respirations profondes. La consigne, c'est d'ancrer son attention exclusivement sur l'air qui entre et qui sort. Scientifiquement parlant, ça force le système nerveux parasympathique à s'activer. Ça baisse le rythme cardiaque et ça indique au cerveau primitif qu'il n'y a pas de prédateur immédiat dans la pièce. Donc, un retour forcé à la physiologie. Ensuite, le deuxième temps, on passe à la cognition. C'est ça. On prend un stylo et on écrit cette question vitale. Qu'est-ce qui dépend de moi là, tout de suite? Et la règle d'or, c'est de lister uniquement 3 choses. Surtout pas une liste de tâches infinies. Ah non, surtout pas. Ça recréerait de la panique. Juste 3 actions simples et immédiates. Et le troisième et dernier temps. L'exécution. L'individu doit choisir une seule action parmi ces 3 et s'engager à la réaliser dans l'heure qui vient. Pas ce soir, pas demain, dans l'heure. Je résume. Respirer pour calmer le corps, écrire pour isoler le contrôle et agir immédiatement pour briser la paralysie. Une relation brisée ou effacer un découvert bancaire. Sa fonction unique et essentielle, c'est de capturer un esprit errant, complètement terrifié par des scénarios futurs incontrôlables, et de l'enchaîner au seul endroit où il a une vraie utilité. Le choix et l'action du présent. Exactement. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au fond? Si on prend un peu de recul sur cette analyse, sur ces documents vieux de plusieurs siècles qui résonnent avec une précision si troublante aujourd'hui. C'est vrai que c'est troublant. Le grand fil conducteur de cette exploration, la vérité difficile mais hyper libératrice qu'ils essayent de nous transmettre, c'est qu'on ne choisit presque jamais les tragédies qui s'abattent sur nous. Mais la souveraineté sur la manière dont on y répond, elle nous appartient toujours, absolument toujours. C'est la fameuse citadelle intérieure dont parlaient les stoïciens. Le dernier bastion de la liberté humaine, qu'aucune ruine extérieure ne peut forcer. C'est beau.
Pour maintenir cette citadelle debout, récapitulons ces 4 piliers de survie. Premièrement, on arrête d'infecter son propre esprit en disant que tout va mal et on retrouve sa lucidité grâce aux 3 colonnes. Ouais. Deuxièmement, on coupe les pertes d'énergie en séparant fermement ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Troisièmement, on métamorphose la souffrance passive en entraînement actif. Le problème devient une résistance nécessaire pour notre salle de sport mentale. Et quatrièmement, face à l'écrasement de la charge cognitive, on fuit la panique en se réfugiant dans le moment présent, armé de l'action minuscule du 1%. C'est une cartographie complète en fait, pour naviguer dans la douleur et l'incertitude sans perdre son centre de gravité. Et pour clore l'analyse concrète de nos sources, il y a un dernier joyau caché dans les textes. C'est un conseil de survie brut, presque intime, destiné à quiconque navigue dans l'obscurité en ce moment même. L'injonction, c'est de s'ancrer dans une déclaration intérieure silencieuse. 3 petits mots, je tiens bon. Je tiens bon. Voilà, à répéter comme un bouclier mental à chaque seconde où l'envie de s'effondrer et d'abandonner refait surface. C'est l'affirmation d'une résistance hyper silencieuse et profondément digne. Et d'ailleurs, si on pousse la logique de Marc Aurèle jusqu'à sa conclusion ultime, ça soulève une pensée passablement provocatrice pour clore notre réflexion d'aujourd'hui. Vas-y, je t'écoute. Si nous admettons, comme le démontrent ces textes, que nos qualités les plus nobles, notre courage brut, notre patience inébranlable, notre empathie profonde et notre résilience ne peuvent se forger que sous la pression écrasante de la difficulté. Si la micro-déchirure est vraiment la seule voie vers la force, alors ne devrions-nous pas considérer qu'une existence où tout irait parfaitement bien, une vie totalement dépourvue de tempêtes et d'épreuves, serait en réalité la pire tragédie possible pour l'évolution de notre caractère ?